Salut à toutes et bienvenue dans le monde de Tada. On se retrouve aujourd'hui pour les achats manga, les lectures médiathèque, la lecture numérique et la relecture de la semaine, donc numéro 4 de cette série de vidéos. Je vous laisse avec le générique et on commence tout de suite avec des fins de série. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je remercie à ceux qui utilisent le code RAKUTEN. Vous le savez, 10 € de réduction pour vous, 10 € pour moi, ça m'aide énormément. Pour ceux qui veulent continuer à le faire, c'est pour tous les nouveaux comptes au Club R, et donc vous pouvez voir mon code en description. On commence tout de suite avec la seule fin de série en fait que j'ai dans cet achat manga, c'est les Innocents. Voilà, j'ai fini enfin les 3 derniers tomes du 7 au 9 avec cette superbe couverture de Marie-Antoinette qui fait un giga fuck. Des tomes qui se concentrent un petit peu plus sur le personnage de Marie-Antoinette et sa jeunesse, est-ce que ça va influencer pour la suite. On est un petit peu moins sur la famille Sanson, même si on a des choses qui sont remontrées. Marie-Joseph est toujours mise en avant, on a toujours ces... Alors là on est un peu moins sur les exécutions, sur les trucs sanglants. Sans vous spoiler, on est un petit peu plus sur les machinations qu'il peut y avoir à la cour, toutes ces petites guerres qu'il peut y avoir là-dessus. On a la fin de ce manga. On n'est pas sur la fin d'un manga, mais bien sur la fin d'un cycle qui va lancer le cycle donc Innocent Rouge, qui va être donc la suite d'Innocent, et qui s'annonce absolument fantastique. On est encore loin de la Révolution française, donc de la décapitation de Marie-Antoinette, entre autres, c'était Louis XVI, je crois, Louis XV. On est encore loin de tout ça. Alors, je vais vous cacher la date pour pas que vous la voyez, mais on est dans les années 70, donc il reste encore quelques années et pas mal de choses à vivre pour la famille. Le dessin est toujours absolument fou, voilà, je vous en remonte encore des planches, vous voyez ça depuis tout à l'heure, c'est absolument génial. J'ai beaucoup aimé ce tome 9 d'ailleurs, et la suite s'annonce absolument mais fantastique. J'ai déjà commencé à acheter les Innocents Rouges, ils sont là, ils sont pas encore lus, j'ai les 5-6 premiers, je sais plus. Je vais continuer à en acheter. Décidément un truc si vous aimez l'histoire, un truc à avoir. Les dessins sont toujours aussi fous, l'histoire marche toujours aussi bien. Si vous découvrez ma série de vidéos avec celle-là, je vous conseille de regarder celle d'avant pour avoir mon avis plus en détail sur Innocent, parce que là je vais éviter de trop spoiler les gens. Mais grosso modo, dinguerie, enfin moi j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment cool et je suis très très content de m'être fait un petit peu de m'être forcé à acheter cette série parce que là je suis très très content de mon achat et pour le coup je pense la garder quelques temps. Un petit peu comme la série dont on va parler maintenant, le tome 13 de Drifting Dragons, un tome de transition, voilà, un petit tome de transition avant le prochain arc qui risque d'être peut-être l'avant-dernier arc, je sais pas trop comment il va découper ça. On se prépare à aller chasser un certain dragon qu'on a déjà vu avant, qu'on va revoir, et l'équipage veut récupérer le Queen Zaza. J'en dis pas plus pour ceux qui lisent pas forcément. Les dessins sont toujours aussi magnifiques, toujours cette petite patte un petit peu Nausicaa, et Nausicaa on va en reparler après, vous l'avez vu si vous avez regardé la dernière vidéo. J'aime toujours autant. Ça peut encore une fois choquer un peu les personnes, le détachement qu'il va y avoir par rapport au dragon par moment, la chasse aux baleines, tout ça. Je suis toujours pas super emballé par l'aspect cuisine de ce titre. Je trouve que... Mais en fait, le problème c'est que s'il mettait pas la cuisine, l'auteur, donc c'est Taku Kuwabara, s'il mettait pas l'aspect cuisine, il y aurait rien qui justifierait la chasse au dragon. Et c'est le problème, je pense. C'est qu'en fait, la partie cuisine intéresse beaucoup de certaines personnes. Moi, ça m'intéresse plus que ça. Je préfère l'univers. Mais étant donné que les dragons sont pas spécialement véloces envers les hommes, rien ne justifierait la chasse aux dragons, si ce n'est le fait de chasser, s'il n'y avait pas ce truc de on peut les manger derrière et ça doit sustenter à l'être humain. Ce que je trouve... je sais pas. Je trouve toujours que la série est vraiment très très bonne. C'est une des meilleures séries que j'ai à l'heure actuelle. Je suis absolument fan de la série. Je trouve ça génialissime. Surtout certains personnages. Mais ouais, je me posais la question. J'ai vraiment l'impression dans ce tome-là que la cuisine c'est là pour... parce qu'il faut justifier en fait tout ça. Et je trouve ça peut-être un peu dommage. Surtout vu l'univers, il y aurait pu avoir beaucoup plus de choses à justifier en termes de dragons. Que ça soit le fait que les dragons attaquent les humains. Et qu'en fait, si jamais on ne les chasse pas dans un certain périmètre, on est en danger, un petit peu la Monster Hunter.
mais qu'on les chasse pas en dehors du périmètre, qu'il pourrait y avoir une guilde qui les chasse en dehors, mais du coup qui sont hors la loi, il pourrait y avoir les affrontements, enfin voilà, il y aurait des choses comme ça à faire, je pense, au lieu de justifier on tue les dragons un petit peu n'importe comment, parce que ça a bouffé, et puis que on aime bien bouffer de la viande de dragon. C'est un peu réducteur, je trouve, finalement. Mais toujours une très très bonne série. Moi je la recommande, et ce tome 13, bon, on déroge pas à la règle. C'est un tome de transition, comme le tome 7, je crois. Je suis pas ultra fan du tome de transition, mais la suite s'annonce très 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 bien, et du coup j'ai hâte de lire la suite. Nouvelle XS, Mardok Scramble, tome 2. Là, on est sur une un peu plus grosse déception. J'adore je soutiens la collection Nueve XS avec ce titre. Vous savez, j'ai eu du mal avec Copélion que j'ai revendu. Ce titre-là étant dessiné par la personne qui avait fait To Your Eternity, je me suis dit, ok, c'est adapté d'un bouquin de Tou Ubukata qui a été donc adapté et non pas pile retranscrit par Yoshitoki Oima. Et le premier tome était vachement bien, il y avait une vibe Ghost in the Shell. Déjà l'organisme s'appelait Shell. Il créait pas dire des mutants, mais c'était de la SF où en fait le personnage principal allait avoir, en étant dans cet organisme, des pouvoirs en plus. Il y avait ce personnage de Huffcock qui est le petit rat de compagnie, voilà, celui qu'on voit sur cette page-là, qui était là pour faire un petit peu le sidekick. On se rend compte qu'en fait, il a un rôle beaucoup plus important dans l'histoire, dans ce tome-là. Le début du tome nous reprend avec ce fameux tueur à gages qui vient pour notre héroïne. Et alors après, ça part en sucette. C'est-à-dire que moi, je me disais, ok, ça va être de la SF, ça a l'air d'être un peu de la RDSF, inspiration Ghost in the Shell, ça va être cool. Et là, on se retrouve avec une espèce de gang d'assassins, mais cliché, mais au possible, mais un truc, mais regrettable, quoi. Vraiment, dans les moins bonnes heures de tous ces trucs de Death Game à la Mirai Nikki ou je sais pas trop quoi, ou quelle merde dans le genre. Des gens aux tenues complètement, tu te dis, alors du coup c'est même plus de la SF, ils ont des tenues, ça sort de nulle part, t'es en mode ok, c'est un cirque ou quoi. Leurs attributs, j'en parle même pas, leurs pouvoirs, du coup ils ont des pouvoirs à moitié. Je suis en mode ok, donc en fait on s'éloigne de la SF pour un truc beaucoup plus trash gratuitement, avec finalement des assassins dont la moralité c'est juste, bah on est là pour tuer. Et je trouve ça dommage d'être parti d'un truc qui pouvait vraiment être très très bien et d'avoir intégré ça n'a aucun sens, je comprends pas. Déjà dans le tome 1 j'avais dit j'avais un peu du mal avec Huffcock, donc le petit rat, je m'étais dit bah à quoi il sert, pourquoi il est-ce que c'est le sidekick. Bon là il le justifie. Justifier Huffcock, enfin déjà son nom ça veut rien dire. Moi je suis pas ultra fan des sidekicks comme ça, surtout quand ils servent à rien. Le seul qui me dérange pas c'est Grogu dans Mandalorian, parce qu'il sert à quelque chose, c'est le centre de l'histoire. Là Huffcock ça l'était pas, maintenant ça le devient. Enfin, j'ai vraiment eu du mal avec ce tome 2. Et j'achèterai le tome 3 quand même pour continuer et me faire mon avis. Mais grosso modo, si ça reste dans cette lignée de c'est pas de la SF, mais en fait on rentre dans un truc en mode Death Game avec des assassins, non, c'est pas pour moi, enfin voilà, j'étais là pour lire autre chose. Donc à voir, sait-on jamais, c'est en 7 tomes. Bon, je sais pas quand le tome 3 sortira parce que ça reste mauvais et c'est assez bah voilà, la gueule des assassins, ça n'a aucun putain de sens. Genre c'est le cirque, voilà, c'est le putain de cirque, je vous spoil rien d'autre si jamais vous le lisez, mais c'est le bon. Je vais poser, sinon ça va m'énerver. On continue Full Night. Bon, Kasumi Yasuda, il a mon âge, il est absolument génial. Voilà. J'ai pas d'autres mots pour Full Night, c'est génial. Le découpage est absolument fabuleux, la composition des planches est absolument fabuleuse. Enfin, on est vraiment sur un truc ultra léché, ultra réfléchi. Chaque planche est là pour une raison. Chaque case est là pour une raison. Chaque planche suggère des choses. On laisse tomber un petit peu le côté dystopie SF pour se concentrer uniquement sur l'aspect dystopie sociétale et politique.
Le propos politique est on ne peut plus réel à l'heure actuelle. Si vous suivez l'actualité par rapport à notre gouvernement et à certaines choses du gouvernement, c'est ultra actuel. Sans être forcément dans la dénonciation, ça met en avant des pratiques et des choses qui en résultent, sans dénoncer en mode sans prendre parti. C'est ça que je trouve encore plus intelligent dans ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas vraiment de prise de parti sur la politique et la société. On nous met dans la gueule plein de choses, chacun des perçoit son point de vue. Certains seront de gauche, d'autres de droite, mais ils vont tous évoluer ensemble et la société évoluera aussi. C'est génial, c'est absolument fou. L'enquête est relancée. Le début du tome 3 qui m'avait dérangé à l'époque, maintenant est totalement justifié. Le seul défaut de cette série, et c'est un gros défaut, c'est ces jaquettes qui sont dégueulasses. Voilà, faut le dire, Glénat fait quelque chose, hein. Je veux dire, ça n'a aucun sens. L'auteur se fait chier à faire des compositions absolument géniales, qui racontent beaucoup de choses. Enfin, il y a tout un découpage, toute une symbolique dans ces cases-là. Enfin, c'est génial. Et ils nous sortent ça. Ouais, puis en plus, c'est illisible en termes de contraste. On n'arrive même pas à lire ce qu'il y a sur le dos. Bref. Voilà, mais c'est vraiment... si vous avez aimé, je pense à Darwin's Incident, que je pense que je vais commencer prochainement, parce que je vais traiter le biopunk et le transhumanisme. Et du coup, les transformations humains, animaux, pour faire un podcast notamment sur design, que j'ai déjà traité, sur Full Night, sur Darwin's Incident. Ça va vous plaire, c'est absolument fou. Et où est-ce que ça va s'arrêter? Vous voyez, on a du Fujimoto un petit peu dans les planches, les compositions, mais avec l'ambiance de ce récit qui est... Là où Fujimoto, sur ses planches, a une ambiance très Fujimoto, ici on a ces compositions qui ressemblent, on est vraiment sur autre chose. On est sur quelque chose de beaucoup plus... C'est péjoratif de dire ça, mais pour Fujimoto, mais je trouve que c'est beaucoup plus adulte, Full Night, que Fujimoto, qui aime bien mettre du what the fuck et qui aime bien essayer de casser le quatrième mur et de faire passer plein de messages que les faux intellectuels de YouTube vont dire oh, j'ai vu qu'il avait fait ça, j'ai analysé machin, case 3. Là on se prend dans la gueule. Il n'y a pas de il a essayé de faire passer des messages et s'il faut les faire passer, il les fait passer. Et c'est génial. Voilà, Full Night, allez-y à fond. Franchement, sans hésitation, c'est un truc à lire absolument en ce moment. C'est une des meilleures séries en cours, avec Journey Beyond Even notamment. Je trouve que... bref, c'est trop bien. On va passer aux nouvelles séries que j'ai achetées. J'ai commencé Blue Box. Alors ça, c'est à cause de Katsu. Si vous avez vu c'est ma vidéo d'avant, j'ai lu Katsu. J'ai trouvé ça trop bien, le côté romance et sport. Et Blue Box sort au même moment. Tiens. Donc je me suis dit... bon, je vais prendre Blue Box, on verra bien ce que ça donne. Résultat, on est sur 2 collégiens. Elle est très très douée au basket, future star. Lui, il est il fait du badminton. Je sais pas comment on dit pour les joueurs de badminton, mais il est pas très très fort. Il est niveau moyen, quoi. Sauf qu'il va vouloir se hisser au niveau d'elle, donc il va commencer à s'entraîner. Il a le coup de foudre pour elle, et elle est un petit peu dans son monde du basket, et les deux vont peut-être se rapprocher à cause de quelque chose. Je vous dis pas quoi. L'aspect... alors moi, il y a un truc qui me gêne dans ces comédies romantiques, c'est pourquoi, à chaque fois, il faut que ce soit des putains de collégiens. Enfin, le collège, c'est de 11 à 14 ans. Je suis désolé, à 14 ans, j'étais pas en mode... surtout en France, on n'est pas en mode... lui, il a 12 ans, et il va jouer à un NBA dans 6 ans, quoi. Non, ça n'existe pas. Pareil, niveau sentiments, etc. Enfin, du moins, moi, à mon époque, les gens de mon âge, au collège, on avait peur, quoi. On n'osait pas aller voir une meuf et vice-versa. Alors maintenant, ça va peut-être changer. Mais je trouve ça assez fou, en fait, à chaque fois qu'ils mettent des collégiens, et ils ont des réactions et des façons d'être de lycéens, voire d'études supérieures. Donc je préfère me dire qu'ils sont plus vieux, parce que voilà. Surtout qu'ils ont des physiques qui sont plus vieux, ils n'ont pas du tout des physiques de collégiens. Ça se lit bien, c'est mignon, c'est plutôt bien dessiné, c'est plutôt très propre. L'autrice, donc Kuji Niora, dessine très très bien. Il y a un peu de sport, j'espère qu'il y aura plus de sport par la suite. Je pense que oui, vu qu'ils sont quand même très concentrés sur le sport. Hâte de voir comment la relation va évoluer.
On est, je suppose, sur une romance type slow burn pour ceux qui lisent des romans, donc ils vont pas se mettre ensemble dans le tome 10, 12 ou 15, 16. À voir est-ce que le reste à côté de la romance sera suffisant. Je vais comparer à un truc qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est Love is War, Kaguya-sama. La romance met beaucoup de temps à s'installer, mais c'est tellement drôle à côté, c'est tellement frais sur plein de choses, qu'on passe outre le fait que la romance prenne du temps. Est-ce que le sport et le slice of life dans celui-là arrivera à me faire passer outre que la romance prenne du temps? Nous verrons. Nous verrons. Mais ça reste une lecture cool, j'ai passé un bon moment à le lire. Donc voilà, c'est le principal, c'est ce que j'attendais. Un moins bon moment le Katsu quand même, Katsu c'était quand même vachement bien, mais un bon moment. Et c'est rare que des mangas de romance me fassent passer des bons moments. Voilà. Donc très cool. Alors si vous connaissez cette série, vous mettez un petit emoji or ou un emoji pelle dans les commentaires. C'est l'Oxalis, c'est l'or. Si vous passez, par contre, si vous la possédez plutôt. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à la voir. C'est une histoire qui va raconter donc la traversée de cette personne et son valet, anciennement une ferme, qui sont donc dans les années 1840 à peu près, qui sont en Irlande pendant l'époque de la grande famine, qui ont tout perdu à cause des Anglais et qui veulent aller en Amérique chercher de l'or, se refaire, devenir riches. Et c'est cool. C'est cool, c'est touchant. Je trouve la personnage principale vraiment sympa. C'est triste par moment. Il y a même un moment qui est assez dur et assez triste. Pour le coup, je l'ai pas vu venir. J'étais en mode ah ça fait mal. C'est une belle introduction. C'est très très drôle parce que la nana, elle est ultra candide. Elle est naïve mais comme pas possible. Et ça marche de fou quoi. Ça marche extrêmement bien. Elle est dans la pauvreté la plus ultime. Tout le monde est pauvre, tout le monde a faim. De toute façon, c'est le postulat de base, il est horrible. Et elle veut aller en Amérique. Elle veut traverser l'Atlantique pour devenir riche, pour pouvoir devenir millionnaire. Voilà, c'est ça le but. Et qu'avec son valet, elle puisse se racheter des terres et qu'elle puisse revivre de la culture, etc. comme avant. Ça se fait super bien. Je pensais pas avoir un récit comme ça. Alors je pensais que ça allait être beaucoup plus dur et c'est ultra drôle finalement. Ils ont des réactions. Enfin, la tronche de la nana là, c'est exactement ça tout le long de la lecture. C'est que des trucs un petit peu à la Spy Family, à la Yotsuba, etc. Enfin, elle est conne comme ses pieds et c'est super drôle. Mais elle est ultra naïve, mais par contre elle va au bout de ses convictions. Elle veut vraiment aller à fond. Et il y a des grands moments de bonheur. Je vous montre notamment ces planches là. Vous verrez si vous arrivez. Et c'est fou parce que ces moments de bonheur contrastent vraiment beaucoup avec les moments de tristesse qui sont très bien faits. Et j'ai vraiment envie de lire la suite. Déjà parce que c'est une période historique que je connais pas beaucoup, la ruée vers l'or, surtout du point de vue des Irlandais qui sont beaucoup allés vers les Amériques. Donc hâte de voir la suite. C'est un mec qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc mettez l'emoji. Mais je pense que c'est une série qui est très très inconnue au bataillon pour beaucoup d'entre vous. Et malgré tout, qui peut-être vaudra le coup, j'achèterai la suite et je vous dirai si ça vaut le coup de continuer. Mais en tout cas, ce tome 1 me donne bien envie. Et je pense qu'on va bien se marrer pour la suite. Dernière nouvelle série de l'historique. Bon, royaume combattant, stratégie, défense. Ceux qui ont lu Kingdom sauront de quoi je parle. Je parle évidemment d'un certain arc qui commence par un C, qui était absolument dantesque. Actuellement le meilleur arc de tout ce que j'ai lu de ma vie, manga, comics, BD, romans. Je crois que j'ai jamais vu un truc aussi fort que Starclad Kingdom. Je dis pas c'est quand, je dis pas c'est quoi. Et donc quand ce bouquin est sorti, je me suis dit, ça reprend le même principe que cet arc, c'est Boko Stratège. Et alors là, c'était bien. Scénario par Sentaro Kubota, dessin par Hideki Mori, sur une histoire originale de Kenichi Sakemi. On est sur un style graphique à l'ancienne, voilà, années 80-90. On est dans les royaumes combattants. Un moine qui est moïste, donc qui est l'inverse de... Alors vous connaissez peut-être Sun Tzu qui a fait l'art de la guerre, sur l'art de l'attaque. Et les moïstes c'était l'inverse, c'est ceux qui étaient sur l'art de la défense. Et on va suivre donc la défense d'une cité contre une armée, l'armée de Zhao. Et pour les lecteurs de Kingdom, vous entendez Zhao, vous commencez à avoir des petits frissons logiquement le nom de votre coup. Et on va suivre donc la défense d'une citadelle durant, je suppose, 8 tomes, uniquement cette défense-là.
Suivant, je suppose ici plusieurs vagues d'ennemis avec plusieurs stratégies. Et on va avoir l'opposition, donc de la stratégie d'attaque de Zhao contre la stratégie de défense des Moïstes. Est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce que ce moine va réussir tout seul, avec seulement 1 millier d'habitants de la citadelle, à faire tenir cette citadelle? Comment va-t-il faire? Eh bien, nous le saurons en lisant Boko. C'est la série de Vega Dupuis. Ça coûte 11 €. C'est pour 11 € pour 270 pages. C'est ultra souple, vous voyez, ça se tord comme pas possible, mais ça reste agréable en main. Le papier est très cool. C'est du grand format. Voilà. Et ça vaut son pesant de pesos, si vous voulez mon avis. Très très bonne lecture, peut-être même la meilleure lecture que j'ai présentée aujourd'hui, je suis en train de me dire. Je l'ai relu 3 fois pour vous dire. Voilà. C'est hyper rare que je relise un tome 3 fois, mais j'ai beaucoup aimé et je voulais relire un peu. Alors peut-être parce que ça me rappelle Kingdom dans certains trucs. Et, relire un tome c'est facile. En relire 64 c'est plus long, même si je suis déjà à la relecture, je suis au tome 18 de Kingdom en relecture. J'ai mis en pause là pour certains achats depuis quelques mois, mais je fais pas arc par arc Kingdom parce que sinon je vais tout me bouffer, je lirai plus rien, et je lirai plus rien d'autre. Mais voilà, beaucoup, c'est une grosse recommandation, moi je vous conseille vraiment d'y aller. C'était anciennement chez Delcourt, j'ai checké un peu l'ancienne édition de Delcourt, c'était du Delcourt. Donc heureusement que Boko a été racheté par Vega Dupuis. Vous connaissez mon avis sur le Delcourt. Je ne comprends toujours pas comment cette entreprise n'a pas coulé avec ce qu'ils font de tous leurs mangas. Bref, on passe aux lectures médiathèques. Cette semaine, une seule lecture médiathèque, mais pas des moindres. Je vous avais teasé Nausicaa et Le Sommet des Dieux. J'ai lu l'intégrale de Nausicaa en 4 jours, 5 jours, voilà. Ça raconte donc l'histoire le tome 1, c'est le film, et après il y a 6 tomes, c'est autre chose. Voilà, c'est politique, c'est inspiration Olmec, Toltec, Aztèque, Maya, avec un peu de shintoïsme. Vous mixez les deux et vous avez un petit peu l'univers. C'est absolument fou, c'est beaucoup trop bien. La fin est absolument majestueuse et Miyazaki est décidément un grand dépressif. Voilà, pour ceux qui ont lu Nausicaa et que vous avez lu la fin, vous savez sûrement de quoi je veux parler. On est sur un monde qui a été détruit à cause de la grande catastrophe, les 7 jours de feu, je crois. Alors, en introduction de tous les tomes, il y a un petit rappel. Ce monde la nature a repris ses droits. Il y a un endroit sur la carte, donc je vous montre les croquis et les esquisses, qui s'appelle la mer de la décomposition, qui est une grande forêt qui bouffe un peu tout. Et les humains ne peuvent pas respirer l'air dans cette forêt, sinon ils décèdent. Voilà. On a plusieurs nations. On a les Tolmecs, donc c'est le nom dans la série, qui sont inspirés donc des Toltecs, des Olmecs, etc. On a les Dorks, on a les Pégites, je crois, et on a la vallée du vent, et on a autre chose qui vient après, mais je vous dirai pas ce que c'est. Ça raconte donc l'histoire de Nausicaa, qui va être un petit peu l'élu à travers la force, qui va devoir guider les peuples jusqu'à la rédemption, la sainte mère de tous. Elle a ce rôle de sainte mère, ça m'a fait rire, parce que c'est vraiment la religion maya. Donc il y a eu les Olmecs, puis les Mayas, puis les Toltecs et les Aztèques. Et je me suis dit, mais c'est un truc ça reprend les 4, mais un peu dans le même ordre. Et on a ce truc de la Sainte Mère, mère de la Terre. Nausicaa est un petit peu vu comme ça dans ce bouquin, même dans le film, comme étant un petit peu la mère de tous, pour plein de raisons. Le dessin est sublimissime, je vous montre des dessins plutôt des premiers tomes pour pas trop vous spoiler les tomes d'après. Je l'avais emprunté à la médiathèque parce que je me suis dit, est-ce que je l'achète et est-ce que je le garde pour moi? J'ai vu que c'était 10 € par tome. Maintenant j'ai la réponse, oui je vais les acheter, donc je vais essayer de jeter un lot d'occasion. C'est absolument fou, tous les personnages sont bien, le délire politique il est vraiment très très cool, le délire religieux il va super loin et c'est trop bien. C'est pas non plus un bouquin sur l'écologie, alors un peu mais pas tant que ça. On est plus sur de la culture animiste mais sans être dans les extrêmes. On va avoir donc plusieurs opinions qui vont trancher. Les Tolmecs ont des armures un petit peu en mode médiéval, ils se battent à l'épée et c'est absolument fou, le tout avec des espèces d'avions qui sont assez modernes et des armes à feu, donc c'est vraiment un mélange absolument foufou. C'est par le créateur donc Hayao Miyazaki, donc qui a fait tous les Ghibli. C'est une de ses premières œuvres avant de faire les films et c'est foufou, j'ai rien d'autre à dire que ça. Lisez Nausicaa. Ça fait partie des très grandes œuvres. Faudrait voir à la relecture, mais ça rentre peut-être dans
avec Parasite et du coup Ping Pong dans les mangas que je considère comme parfaits, où de la première planche à la dernière planche, il n'y a pas d'évolution, mais tout est tellement bien dès le début, tout est tellement juste que il n'y a pas de moment de creux, vous voyez, c'est ça en fait. C'est ce que je disais pour Parasite et Ping Pong, c'est que de la première planche à la dernière, on, on a tout. On a tout ce qu'il faut pour faire un bon récit. Il n'y a pas de moment de creux, il n'y a pas de moment de flottement, il n'y a pas de moment un peu particulier. Voilà, tout est bien, tout est top, tout est beaucoup mieux que beaucoup de choses. Bref, Nausicaa, c'était beaucoup trop bien. Je vais probablement faire un épisode de podcast. Je vais voir si je peux choper des spécialistes, soit de Ghibli, soit de la culture, du coup, Aztèque et compagnie, pour avoir un truc un peu scientifique derrière, parce que ça fait vraiment plaisir. 7 tomes de l'ancienne édition, ils sont bien jaunes comme il faut. Édition imprimée en 2000 en Vendée, à côté de chez moi, voilà, Luçon. Pour ceux qui habitent par là, c'est super. À l'époque où la Vendée était encore une région active. Pas du tout, je vais arrêter de faire ça. Mais c'était ma lecture médiathèque et c'était vraiment, vraiment très cool. Et on va passer maintenant à la lecture numérique. Une seule lecture numérique cette semaine, j'ai lu le tome 1 ou l'équivalent du tome 1 de Boss ou Crève chez Naban. Un manga c'est vendu comme du seinen un petit peu enquête dystopique où les personnes qui sont au chômage depuis un certain temps, qui ne rentrent pas d'argent, vont être classifiées comme inaptes et vont se faire réinitialiser le cerveau avec des nouvelles compétences, donc vont oublier leur vie d'avant et vont retourner à la société pour avoir des postes à responsabilité, des postes plus intellectuels, etc. Et voilà. Et là, on arrive au défaut. Je vous montre une planche. Ça, c'est la première. Ça, c'est la première planche du manga. Voilà. Au niveau du dessin, on est un peu comme ça. Alors, ça se voit pas super avec la tablette. Voilà. On est un peu comme ça. Hop. J'avance un peu. Voilà. Hop. Que vous voyez un petit peu d'autres dessins. Et comment dire ? J'ai eu l'impression de lire une parodie de manga. Je sais pas si c'est supposé être sérieux ou si le manga se veut un peu parodique, mais j'ai l'impression de lire une espèce de parodie d'un pseudo Death Game où ils se retrouvent tous enfermés dans un centre et ils vont devoir survivre jusqu'à la fin. Du coup, ils vont tous crever un à un, je suppose, au moins la plupart. Et on a les fameux 4-5 élus qui ressortent un peu du groupe. Oh là là, ils sont plus intelligents que la moyenne. Waouh. Et c'est mais cliché, mais au possible. Alors pour le coup, je pense que, je sais pas si je me trompe, je pense que Naban a sorti ça pour le grand public. C'est vraiment un manga qui est fait pour marcher au plus grand nombre. Les fameux Death Game à la con qu'on connaît tous. Qui seront jamais aussi bien que Battle Royale, mais qui sont gore, qui ont des meufs à poil tous les chapitres, voilà, qui mettent un petit peu, qui mettent le vice de l'homme en avant. Donc oulala, Jagan, les gens ils font l'amour et ils tuent des gens, c'est grave, c'est le vice de l'homme. Voilà, j'ai un peu le démon contre cette reclape pour plein de raisons. Et c'est un petit peu dans cette vibe là, j'ai l'impression, en tout cas, parce que vraiment, il y a une seule nana. Et elle est là pour se faire violer et après pour être en colère et dire « Oh là, j'étais pas bien !» On souffle, on en a marre. Alors j'ai pas lu le tome 2, ça se trouve ça change dans le tome 2, mais en tout cas le tome 1 c'est ça. On a le héros plus intelligent que la moyenne qui arrive à s'en sortir, typiquement. Et en plus il a le look d'un Light Yagami, c'est le même coupe de cheveux, tout pareil. Et je me suis vraiment fait la réflexion de « Mais... est-ce que c'est une parodie d'un thriller, d'un truc, ou est-ce que c'est sérieux ? Je sais pas. Voilà. Je n'ai pas aimé, mais je n'ai pas bien aimé. C'est là. Je suis absolument pas la cible, évidemment. Je pense que beaucoup y retrouveront leur compte, auront ce petit truc de voilà, ils sont emprisonnés, il va devoir survivre, comment il va faire avec les autres personnes qui sont élues, est-ce qu'ils vont réussir à s'associer, est-ce qu'ils vont chacun penser qu'à leur gueule parce qu'à la fin techniquement il est censé en rester que un ou deux, pourquoi est-ce qu'ils sont là, quelles sont leurs motivations, comment ils sont tous retrouvés au chômage, il y a censé avoir une petite machination derrière, mais finalement j'ai l'impression que c'est juste là pour justifier le reste. Et encore une fois, l'apport du sexe n'est là que pour contenter le weeb, j'ai l'impression. Donc, pour ceux qui aiment ça, tant mieux pour vous.
Moi, j'attends dans un bouquin que les scènes de sexe soient un minimum justifiées, qu'il n'y ait pas du viol à gogo pour faire genre que c'est un manga sombre. Voilà. Je tire pas sur Naban parce que je pense que c'est bien qu'ils fassent ce genre de série, mais là où avant ils avaient le Café des Chats ou Modigliani qui était très doux, qui était vraiment pour un public niche, sympa. Ils avaient les All Boy, les Blackjack et Keiko Takemiya avec Destination Terra qui étaient beaucoup plus adultes, beaucoup plus pour un public plus âgé. Qui a connu ces mangas-là, des trucs patrimoniaux. Ils ont eu ensuite je pense à Millennium Darling, que moi j'ai trouvé vraiment très stylé. Il y avait il y a une vibe très années 80-90 dans ce que font Naban. Et là, on a ça qui sort. Grosse interrogation de ma part. Je pense que c'est pour avoir une série un peu plus comme avec Oban des Yankees. Je pense que c'est des séries qui vont essayer de se vendre un peu plus pour faire rentrer des sous-sous. Mais j'attends beaucoup plus un Arion ou un Venus Wars, évidemment, qui me correspondront beaucoup mieux, années 80-90, de la SF, de la mythologie, tout ce que j'aime. Waouh, c'est génial, ça va être absolument fou. J'ai qu'une hâte, Naban, si vous passez par là. Arion, Venus Wars, comptez sur moi pour en faire la propagande. Ça va être absolument insane, je ne doute absolument pas de la qualité des titres. Mais pour celui-là, ça me correspond pas, je me suis perdu et dommage. Voilà. Et pour finir l'instant autopromo / relecture, j'ai relu Vampire 1, Vampire 2 pour un excellent podcast avec deux excellents invités sur ma chaîne, donc de case en case est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, où on décrypte l'œuvre de Vampire, on s'intéresse aux influences, aux mythes du vampire et ce qu'il a à voir avec notamment la sexualité, mais cette fois-ci bien raconté. Pourquoi Maru à l'heure actuelle, ça serait gênant de le sortir. Voilà. Donc si vous voulez en apprendre plus sur ce manga absolument génial, si vous voulez vous donner envie de lire ce manga absolument fou, parce qu'on spoil pas grand chose, et les spoils qu'on fait, finalement c'est pas vraiment du spoil, parce que c'est dans le titre en fait, Vampire. Allez écouter ce podcast, il est déjà sorti, il est disponible partout. Je maintiens que c'est une œuvre absolument génialissime, que je ne recommande vraiment pas à tout le monde, c'est beaucoup trop trash et trop gore pour être recommandé à tout le monde. Malgré tout, c'est une œuvre qui est absolument dantesque, trop belle pour l'industrie. Voilà. J'ai kiffé faire cet épisode et c'était pour Vampire la relecture. Blame est toujours là, le tome 4. Ma pile à lire est descendue. Je n'ai plus que ça et Les Innocents Rouges à commencer. Donc voilà, je vais pouvoir continuer à relire Blame. On se fait plaisir. Et continuer probablement l'Oxalis et l'or. Voilà, sur mes séries que j'ai en cours. Donc très très cool. Et le Sommet des Dieux sera donc pour la semaine prochaine. J'ai le tome 1, je peux aller chercher le tome 2 et 3, voir si je peux pas lire plus d'un coup, pour faire comme avec Nausicaa. C'était Tada, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit emoji, ça fait plaisir. Ici, sur cet épisode, il n'y en a eu qu'un seul. Voilà, il sera pas beaucoup, mais je vais pas en mettre à chaque fois, sinon ça va faire chier tout le monde. La vidéo aurait duré longtemps, mais j'aurais lu beaucoup de choses. Le week-end dernier, je suis pas sorti, il pleuvait, j'avais rien à faire, pas de jeux vidéo, rien. Boum, je me suis explosé la lecture, j'ai vraiment binge-read tout ce que je pouvais. Donc, merci à tous, abonnez-vous, à la prochaine, c'était Tata, ciao.